Bon, tu vois comme ils sont blancs là? Sont-ils vraiment croustillants? I like them. Moi aussi. Et s'ils sont blancs comme cela, c'est qu'ils sont très croustillants. Et il vaut mieux les cuire un peu plus. Certaines fois, les anciens trempaient leurs œufs tout simplement comme cela, de haut en bas, jusqu'à la bonne cuisson. L'heure est venue à la dégustation. Les œufs de hareng, le pain frit et les poissons chandelles ne sont que quelques-uns des nombreux plats de la gastronomie tlingit. Le but aujourd'hui est de goûter à tout. Un vrai festival de saveurs pour nos petits aventuriers. What is this? Do you have to eat some of that? What is that stuff in there? Just take a little bit of it. Is that good? You may not be used to it. That's enough. Comme tous les soirs depuis des millénaires, la veillée est le moment de raconter des histoires. John nous parle de son clan, les Kagwantang, le clan des loups. Mais c'est le corbeau qui est souvent le protagoniste des histoires tlingit. Il est le magicien et le créateur du monde. Les chants sont souvent liés à des activités spécifiques. Et si Steve nous invite aujourd'hui à chanter le chant du canoë, c'est qu'il nous convie à aller faire un petit tour en mer. Le canoë a toujours tenu une place centrale pour les peuples de la côte. C'était le principal moyen de locomotion pour aller à la chasse, à la pêche, pour aller faire la guerre ou pour le commerce. Les Haida et les Tlingit sont devenus des experts dans l'art de fabriquer des canoës qui sont parmi les plus élaborés et les plus rapides du monde. Le canoë est devenu une métaphore de la communauté. Il faut être ensemble et unis pour avancer. Nous quittons nos amis Tlingit et l'océan Pacifique pour nous rendre au niveau du cercle polaire et du détroit de Bering. L'océan Arctique est encore gelé au mois d'avril. L'été, la petite ville de Kotzebue est accessible par bateau cargo. Mais l'hiver et le printemps, il n'y a que l'avion. Nous sommes à la croisée des chemins entre l'Asie et l'Amérique. Cette petite ville de 3500 âmes est une des plus grandes villes de l'Arctique alaskan. Pour les autochtones, elle a longtemps été un lieu d'échange. Mais ce centre de commerce prit de l'importance avec l'arrivée des chasseurs de baleines, des chercheurs d'or et des missionnaires. Ici, les Inuits sont majoritaires. Bien que les premiers contacts avec les Européens ne datent que de 150 ans, ils ont aujourd'hui adopté un mode de vie occidental. Pizza, motoneige, home vidéo et Internet sont des éléments qui les aident à passer l'hiver au chaud. Aujourd'hui, une course de motoneige met un peu d'animation dans la ville d'habitude si calme. Des centaines de kilomètres parcourus, des milliers de dollars à gagner. Les vitesses de pointe dépassent les 200 km/h. Que de chemin parcouru depuis le premier skidoo du Québécois Bombardier en 1959.
Nous gagnons 8 minutes de soleil par jour. Et les longues soirées printanières sont souvent passées à venir pêcher sous la glace en compagnie de nos amis inuits, ici appelés Inupiat. Leur mode de vie est essentiellement tourné vers la mer. Été comme hiver, ils pêchent le poisson. Au printemps, les mammifères marins sont au menu, phoques, morses et baleines, mais aussi les baies et les œufs d'oiseaux marins. À l'automne, les caribous, les orignaux et même les bœufs musqués. S'ils étaient appelés autrefois mangeurs de viande crue, esquimaux, c'était par leurs voisins algonquins. Eux se nomment Inuits, notre peuple dans leur langue. Mon père, qui est passé dans la région quelques années auparavant, m'a donné l'adresse de Billy et Maureen, un couple d'Inuits. Billy nous propose d'aller voir des amis à lui qui vivent isolés dans une cabane au plus près de la nature. Nous allons au camp des Bargers sur la rivière Noatak. C'est à 45 km d'ici. Ça va être un voyage marrant, mais il va falloir s'accrocher. Jean et Christine vivent ici depuis plus de 30 ans et ont élevé dans cette cabane leurs 2 enfants. Avec enthousiasme, ils partagent avec nous un peu de leur quotidien. Quotidien rythmé par la chasse et la pêche que leur impose ce mode de vie autarcique. Jean et Christine vont aujourd'hui nous initier à une pêche assez spéciale. La pêche au filet sous la glace. Le procédé n'est pas simple et la mise en place se fait en début d'hiver, lorsque la glace est encore fine. Une fois le filet installé, on peut venir le relever régulièrement. Il faut juste venir briser à nouveau la glace pour sortir les poissons qui le plus souvent sont des poissons que l'on appelle en français des inconnus. Mais l'inconnu est très connu ici. Ce poisson d'eau douce peut mesurer jusqu'à 1,50 m de long et peser 40 kg. Oh, that's a lot of fish. Yeah, well, that's it. On peut le garder comme cela pendant presque une semaine et nous viendrons le relever. De retour au camp, nous arrivons à la phase conservation, qui n'est pas un gros problème par ces températures, puisqu'il nous suffit d'enterrer nos prises et plusieurs mois plus tard, les aliments seront encore comestibles. La chair des inconnus n'est pas des plus réputées. Elle se mange en soupe, mais souvent elle finit dans la gamelle des chiens. Jean et Christine préfèrent nous gâter avec de la viande d'orignal qu'ils avaient en réserve.
Un autre défi nous attend aujourd'hui. En compagnie de Kunuk, le fils de Jean et Christine, et Tamra, sa femme, nous partons à la chasse. La maison de retraite de Kotzebue a donné l'argent nécessaire pour l'essence et les cartouches. Notre mission, ramener un caribou pour les anciens. Après des heures de recherche en motoneige, nous apercevons les traces d'un troupeau de rennes sauvages. La technique ancestrale qui consistait à anticiper le passage du troupeau pour ensuite l'attendre et le surprendre n'a plus cours. Il est plus commode aujourd'hui de le suivre et le poursuivre. Les gestes de Kunuk et Tamra sont les mêmes depuis des générations. Vérifier que les nerfs ne vont pas activer une patte, puis enlever la peau et les organes avant que l'animal ne gèle. Souvent, on travaille sans gants et les doigts gèlent rapidement. Pour les réchauffer, une technique bien connue des Inuits consiste à glisser les mains entre le corps et la peau de l'animal encore chaud. Good to eat. Yeah, go for it. You boiled it? Kids, Dry. you know, kids and younger kids. Yeah, dry. Aucune partie ne sera gaspillée. Il est même des friandises insoupçonnées. Le must restant le foie de phoque cru tout juste sorti de l'eau. Mais nous ne sommes pas à la bonne saison. Une fois par semaine, Jean et Christine vont en ville pour se ravitailler en produits de première nécessité et visiter leurs amis. Nous embarquons à leur côté pour rentrer à Kotzebue. En ville, le sculpteur et artiste Carl Henry Jr. nous montre que ce qui n'a pas été utilisé pour l'alimentation dans un animal est utilisé pour l'art. This is a baleen, birchwood, Ça, c'est un fanon de baleine, beaver, skin tail, du bois de bouleau, de la peau de queue de castor, mammoth un os de bone, mammouth and, et une tête en ivoire. But the harpoon, Et voici le harpon et sa petite bouée. the little buoy. Yeah, the spine. Ça, c'est une vertèbre de baleine, mais elle est coupée à ce niveau-là. Oh, okay. Well, I just cut it off. Okay. Carl Henry fabrique devant nous un attrapeur de rêve. Et comme si son hospitalité n'était pas suffisante, il nous offre son œuvre, tout comme le chasseur, qui chasse sa première proie et par tradition doit l'offrir à un aîné. Les chiens de traîneau. Cela fait longtemps qu'ils ne servent plus à partir à la chasse. Mais heureusement pour eux, une passion est née, les courses. Et je dis heureusement car les chiens devenus inutiles sont souvent tués par leur propre maître qui ne peut plus les nourrir. Nous assistons aujourd'hui à une des nombreuses courses de l'hiver.